va commencer ce webinaire dont la thématique concerne les avancées sur les indicateurs de fertilité des sols et diagnostics. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet NutriCheckNet, optimiser la nutrition des cultures, un projet européen en partenariat aussi avec l'Agence nationale de la recherche au Royaume-Uni. L'objectif principal du projet était d'améliorer la précision et la nutrition des cultures en inventoriant et aussi en évaluant les OAD et aussi les méthodes de diagnostic en matière de nutrition et de fertilité des sols afin de mieux planifier, réajuster et évaluer la nutrition des cultures. Un autre objectif du projet européen était d'établir un réseau thématique autonome multi-acteurs en Europe pour faciliter l'échange et des connaissances, des pratiques et des retours d'expérience entre tous les acteurs concernés, dès la recherche, les conseillers, les ingénieurs et les agriculteurs. Les projets touchent à sa fin, en décembre de cette année et quelques chiffres clés, sur les actions et résultats de ce projet. Donc on a étudié plus de 200 projets et on a mené plus de 20 activités interprojets pour justement, établir ces réseaux autonomes et multi-acteurs. On a, touché environ, 90 agriculteurs réunis dans des observatoires ou dans des réseaux d'agriculteurs qui ont, testé, ces méthodes et outils et on estime qu'on a du coup touché un peu plus de 1000 parties prenantes, avec nos activités de formation pour, rapprocher. Concernant la diffusion et la communication, jusqu'à la fin de l'année, on va mener 27 webinaires dont celui-là fait partie dans 9 pays. Et on a écrit plus de 100 fiches de synthèse, sur ces outils et diagnostics qui ont touché environ, 10 000 acteurs. On a aussi mené, environ 80, activités, qui entre les, visites d'essai, ou les événements au champ ou les salons et d'ici la fin de l'année, on va mener, 9 interventions politiques, donc dans chacun des pays, pour sensibiliser les décideurs politiques aux résultats de ce projet. Ce webinaire est organisé en 3 sessions, hormis l'introduction et la conclusion. La première session concerne les indicateurs pour évaluer l'état du sol avec, un focus sur les enjeux et les avancées de la recherche et cette première session, est portée par Roman Scheller qui est ingénieur R&D en gestion durable des sols basé à côté de Toulouse. La deuxième session, concerne les diagnostics de la fertilité, donc comment on utilise ces nouveaux indicateurs pour établir un diagnostic et cette session est, présentée par, Christine Lessouder qui est ingénieure R&D en fertilisation et gestion des sols en Île-de-France et la dernière session, concerne donc la mise en pratique de ces diagnostics dans l'Observatoire Fertilité des Sols dans le Nord, animé par Élodie Gagliardi, ingénieure régionale dans le Nord, basée à Villars-Saint-Christophe et moi-même, donc je suis Francesca Degan, ingénieure R&D en fertilisation et j'anime ce webinaire. Maintenant, je passe la parole à Roman Scheller pour la première, session de ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, on démarre ce webinaire avec cette première partie autour des enjeux autour des indicateurs et surtout les avancées. Il y a maintenant un panel d'indicateurs plutôt nouveaux qui sont accessibles pour les conseillers, pour les agriculteurs. Et on va commencer avec une partie là-dessus. Donc, ce qu'il faut savoir pour évaluer l'état d'un sol, c'est que déjà, il va falloir distinguer différentes composantes de la fertilité. On parle déjà de fertilité chimique ou de composante chimique de la fertilité, qui est vraiment en fait, l'abondance ou la disponibilité, des éléments minéraux dont les plantes ont besoin pour leur développement. On regarde aussi le statut acido-basique qui est très important avec bon, plusieurs indicateurs, mais le pHO notamment, ou la capacité d'échange cationique. Donc ça, c'est des indicateurs que souvent vous connaissez, voire, vous utilisez, au quotidien, notamment à travers, l'analyse de terre. Donc ça, c'est une des composantes de la fertilité qui va être très importante, mais il y a aussi la composante physique de la fertilité qui est plus vraiment, liée à la structure du sol, à la manière dont les constituants du sol s'agrègent et qui va être très important pour le comportement, agronomique, pour l'enracinement,
ou encore le réservoir utilisable des sols. C'est aussi là, dans cette partie physique, on parle de conservation de la couche arable ou en tout cas de lutte ou de prévention, contre les phénomènes, érosifs. Et enfin, la composante biologique de la fertilité. Le sol, abrite de nombreux organismes vivants qui vont avoir un rôle qui est important, pour le fonctionnement du sol. Et en fait, ces 3 composantes sont, interdépendantes, c'est-à-dire que, une mauvaise fertilité physique, par exemple, peut entraîner une mauvaise fertilité chimique. Donc dans le cadre plutôt de ce raisonnement ou de ce projet NutriCheckNet, mais, en fait, on va essayer de piloter et d'optimiser, par exemple, la fertilisation ou la fertilité chimique. Mais par contre, ça peut pas se faire tout seul. Il faut bien avoir une idée, globale de ce qui se passe dans son sol, hein, comme une mauvaise fertilité physique peut entraîner une mauvaise fertilité chimique, par exemple. Donc si on a un tassement, mais on va avoir une moins bonne absorption par les plantes des éléments minéraux. Donc en fait, ces 3 composantes sont interdépendantes et on va chercher des indicateurs pour pouvoir évaluer ces 3 composantes différentes. Et pour ajouter un degré de complexité, ces 3 composantes sont également liées aux matières organiques du sol. Et donc là aussi, il va falloir avoir des indicateurs qui, va nous permettre d'appréhender ce qui se passe au niveau des matières organiques. On va y revenir, dans un second temps. Donc déjà, bien avoir en tête que on va parler de nouveaux indicateurs, notamment d'indicateurs de fonctionnement biologique, hein, plutôt la partie en haut. Pour avoir un raisonnement global, il faudra bien, raisonner les 3 composantes, de la fertilité. Donc il faut aussi avoir en tête pour évaluer l'état d'un sol que, la fertilité va dépendre de certains paramètres et notamment des paramètres qui sont non modifiables. On ne modifie pas, la texture, la teneur en argile, d'un sol ou la quantité de cailloux. Ça, en fait, il faut bien faire avec. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais ces paramètres non modifiables, qu'on peut appeler qualité intrinsèque des sols, vont être importantes et vont jouer sur le comportement agronomique et donc derrière sur potentiellement le pilotage qu'on peut faire des paramètres modifiables et donc dans les paramètres modifiables, il va y avoir des pas de temps différents et donc là aussi on va avoir des raisonnements ou des réponses, des pratiques agronomiques qui vont être différentes et des façons de gérer ces paramètres modifiables, d'avoir une gestion durable de ces sols et d'optimiser potentiellement le pilotage différentes entre les paramètres modifiables à court terme, comme, la teneur en azote ou en phosphore, en potasse ou bien le pH et des paramètres qui vont être plus ou moins long terme. Alors à moyen terme, on va avoir tout ce qui est biologie du sol qu'on peut faire évoluer, mais, d'une façon un peu moins rapide et enfin, quand on parlera des matières organiques du sol, on est plutôt sur des raisonnements qui sont à long terme, à moyen long terme. Donc, on a également des leviers, mais ils ne seront pas forcément les mêmes que pour les paramètres qui sont modifiables plus à court terme. Donc un exemple plutôt, visuel. Donc ici, vous avez 2 profils de 2 sols qui sont très différents. Et donc vous imaginez bien en voyant, ces profils que ces 2 sols vont avoir, des propriétés différentes, des paramètres, non modifiables qui sont différents, par rapport à plusieurs fonctions attendues d'un sol. Par exemple, la minéralisation, dans les 2 sols, vous avez un sol qui minéralise et donc qui fournit des éléments minéraux naturellement plus facilement aux plantes, mais on peut même parler de potentiel de production. Donc vous avez un sol A, un sol B. Mettons que le sol A a un potentiel de performance qui est plus important ou de production qui est plus important, hein, on peut avoir des rendements qui peuvent être plus importants. Par contre, vous pouvez avoir un sol A qui, de par des problèmes de fertilité, va avoir un niveau actuel de performance qui est, plus faible que le sol B. Et donc on voit bien cette différence entre propriété des sols et qualité intrinsèque et finalement, à un instant T, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est une des définitions qui commence à faire consensus sur la santé des sols, où en fait on va chercher à diagnostiquer le niveau actuel de performance par rapport, au potentiel du sol. Donc pour diagnostiquer tout ça, on reprend ces 3 composantes, hein, que vous avez en haut, et bien en fait on va utiliser différents outils de diagnostic.
Donc vous avez des exemples ici. Pour la fertilité chimique, par exemple, on utilise beaucoup l'analyse de terre parce que c'est des indicateurs sur lesquels on a beaucoup de références et qui nous permettent derrière d'agir, de préconiser, d'avoir des pratiques via des outils d'aide à la décision avec quelques exemples. Bon, c'est pas le seul outil, hein, il en existe d'autres, dont, l'analyse foliaire, par exemple, hem, sur cette composante. Sur la fertilité physique, on a aussi des outils de diagnostic. On va les voir un petit peu plus en détail. Alors la petite spécificité, c'est que sur la fertilité physique, en fait, souvent les outils de diagnostic permettent également, font aussi office d'outils d'aide à la décision. C'est-à-dire en faisant un test bêche ou un profil cultural, beh, vous pouvez prendre des décisions sur, qu'est-ce qui s'est passé sur mon sol? Est-ce que j'ai besoin, de venir corriger, par exemple, un tassement? Donc l'outil de diagnostic fait aussi outil d'aide à la décision, dans pas mal de situations. Donc ça, c'est des outils souvent qu'on connaît, que vous connaissez, mais qui sont parfois un peu moins développés. C'est-à-dire que parfois on a tendance un peu à l'oublier et à sous-utiliser, beh, ces outils qui peuvent être, qui sont tout à fait importants pour, diagnostiquer l'état d'un sol. Et enfin sur la composante, biologique, on va y revenir aussi. Donc sur l'analyse de terre, vous avez déjà des éléments et il existe maintenant des indicateurs, qu'on peut qualifier aussi d'organobiologiques, donc qui sont, maintenant disponibles pour les agriculteurs et qui permettent d'aller plus loin, sur le, diagnostic de fonctionnement biologique du sol. Et derrière, ça va être, beh, des règles d'interprétation qui sont en train d'être définies, qui commencent à être définies sur ces nouveaux indicateurs, beh, pareil pour pouvoir prendre des décisions, aller jusqu'à un conseil final. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, donc on a différents indicateurs. Donc on l'a dit sur la fertilité chimique, vous avez ici quelques exemples. Alors, là, c'est un tableau qui est issu de la brochure guide pratique sur l'interprétation d'analyse de terre. Qui est un livret de 60-70 pages où vous avez vraiment tous les éléments sur l'analyse de terre, pour bien la faire et derrière, pouvoir interpréter les indicateurs. Donc là, c'est un exemple, vous avez des indicateurs plutôt sur la fertilité chimique, phosphore, potasse, magnésie, notamment et vous voyez que, on a ces critères et on a également dans la colonne de droite, des éléments d'interprétation. C'est-à-dire que, on a des méthodes qui nous a permis de définir des valeurs seuil en fonction d'un type de sol, en fonction d'une situation et notamment via les brochures et les seuils des comifères qui sont régionalisés et qui permettent en fait de prendre une décision. Vous avez une valeur sur votre parcelle et en fonction de votre type de sol, de votre système, de vos cultures, vous pouvez piloter, savoir quelle dose apporter pour éviter d'être en risque de carence. Donc ça, c'est des indicateurs souvent que vous connaissez, mais qui restent essentiels, dans, une démarche de diagnostic. Ensuite, sur la fertilité physique, on voulait aussi vous donner quelques exemples. Donc, on parle beaucoup de structure, on va en parler, mais il y a, aussi des notions de stabilité structurale. Qui vont être en lien avec, la résilience face, par exemple, à l'érosion ou à l'abattement, donc le comportement agronomique. Donc là, vous avez l'exemple d'un test qu'on appelle le slack test, qui permet de déterminer la stabilité structurale, presque au champ. C'est-à-dire que vous n'avez pas, forcément, besoin d'envoyer, vos échantillons, au laboratoire. Il faut juste un petit outil. Et après sur la partie compaction, on peut proposer plusieurs outils, il en existera d'autres, hein, mais qu'on peut distinguer. Alors déjà un test qui est très utilisé qui est le test bêche, hein. On prend une bêche et on sort un bloc de sol, donc vous avez différents protocoles qui existent, et qui permet de diagnostiquer un problème plutôt sur l'horizon superficiel. Vous avez des tests qui peuvent permettre d'aller plus profond, comme les mini profils 3D avec un télescopique, qui permet en fait vraiment de descendre sous les horizons, en dessous des derniers horizons, travaillés ou historiquement travaillés et donc ça peut avoir un intérêt pour regarder ce qui se passe vraiment entre 25 et 35 centimètres où il peut se passer des choses intéressantes qu'on ne peut pas, toucher au test bêche. Hop, ou encore et celle-là là, c'est un petit peu le Graal, mais c'est le profil cultural. Qui est une méthode de diagnostic, assez complète, de la structure et en surface et en profondeur. On voit vraiment beaucoup de choses. Par contre, au niveau logistique,
effectivement, c'est plus compliqué en plus, il faut quand même une personne qui soit à l'aise pour pouvoir, faire une analyse complète, de ce type de choses. C'est pour ça qu'on a d'autres outils, comme notamment des pénétromètres qui permettent, de déterminer des profondeurs de compaction. On a moins d'informations parce qu'on n'a qu'une mesure indirecte sur, la résistance de la pénétration d'une tige dans le sol. Par contre, beh, ça va beaucoup plus vite et on peut quand même, avoir une idée de ce qui peut se passer assez profond, assez rapidement. Donc voilà les tests qui sont, souvent les plus utilisés, sur la fertilité physique et beh, qui seront importants dans la démarche de diagnostic. Pour la partie, composantes biologiques, donc on va s'intéresser aux matières organiques et en fait à divers organismes dans le sol. Et donc là, le raisonnement, pour nous, le plus efficace ou le plus pragmatique à avoir, c'est de, raisonner par fonction du sol. Qu'est-ce qu'on attend de ces organismes dans le sol, en tant qu'agriculteur ou même citoyen? Mais il y a plusieurs fonctions attendues de ces organismes. Premièrement, la transformation du carbone. Donc quand vous entendez carbone, il faut, avoir en tête matière organique. On attend d'un sol qui puisse décomposer, par exemple, les résidus. En décomposant ces résidus, il va y avoir aussi, une fourniture d'éléments minéraux et une transformation de cette matière organique petit à petit en matière organique qui est plus stable. Donc ça, c'est plutôt des ingénieurs chimistes, c'est souvent des bactéries, des champignons qui vont avoir ce rôle, qui vont aussi avoir un rôle dans ce qu'on va appeler le recyclage des nutriments, qui a une fonction aussi, où, en fait, vous avez plein d'éléments, dans le sol qui ne sont pas forcément disponibles pour les plantes. Vous avez des formes d'azote dans le sol. D'ailleurs, la majorité de l'azote dans le sol n'est pas disponible directement pour les plantes, mais par contre, ces organismes du sol, peuvent les rendre disponibles et l'idée, c'est de les rendre disponibles au bon moment. Hem Donc c'est une fonction qu'on va chercher à évaluer, quand, on va regarder ce qui se passe, d'un point de vue fonctionnement biologique du sol. Les organismes du sol permettent aussi le maintien de la structure, la rétention en eau ou l'infiltration, donc on veut, un petit peu les 2, ou encore peuvent, permettre d'être plus résilients, par rapport à l'érosion et donc là, on peut parler un peu plus d'ingénieurs physiques, hein, qui vont structurer le sol avec, l'exemple du ver de terre, mais pas que. Il y a d'autres, organismes du sol, que ce soit faune ou même, les micro-organismes, qui vont aider à cette fonction de maintien de structure du sol. Et enfin, une autre fonction autour de la régulation des populations, mais c'est-à-dire que ces organismes dans le sol peuvent aussi, nous appuyer, pour, contrôler les bioagresseurs, par exemple. Et donc là, vous avez l'exemple, plutôt à gauche d'un nématode. Alors les nématodes, ça peut faire peur aussi, parce qu'il y a des nématodes qui peuvent être des ravageurs des cultures. Par contre, il y a des nématodes aussi qui permettent de réguler les populations, c'est-à-dire qu'ils vont, soit se nourrir d'autres nématodes ou soit se nourrir de bactéries, de champignons. Donc voilà un peu les fonctions qu'il va avoir en tête et en fait, finalement, dans une démarche de diagnostic agricole, plus que, d'avoir seulement une quantité d'organismes dans le sol, ce qui va nous intéresser, c'est, beh, finalement, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter par rapport à ces fonctions, aux processus biologiques des sols. Donc pour continuer sur cette dynamique, du fonctionnement biologique, quelques notions importantes. Donc vous retrouvez à droite tous les organismes qu'on a vus finalement. À garder en tête les fonctions qui les apportent et donc vous avez, plusieurs composantes, de l'infiniment petit au plus grand, de la biomasse microbienne à ce qu'on va appeler la macrofaune, donc des êtres des animaux qu'on peut voir à l'œil nu et donc en fait tous ces organismes vont constituer ce qu'on pourrait appeler le moteur. En fait, c'est la matière organique qui est vivante dans le sol. Donc ce moteur vont apporter, on a commencé à en parler, de par leur activité, de par le fait qu'ils se nourrissent, qu'ils meurent, une alimentation minérale pour les cultures, notamment de l'azote et du soufre, en minéralisant, des matières organiques. Ils vont permettre aussi, d'appuyer sur la dégradation des polluants et par leur activité, par leur sécrétion, vont permettre une meilleure agrégation, une meilleure infiltration et une meilleure structure du sol dans l'idéal. En tout cas, c'est des processus qu'on peut attendre de ces organismes. Heu, et donc c'est par contre, ces organismes, ils se nourrissent
des matières organiques qu'on va appeler mortes et donc qui vont constituer le carburant en fait de ce moteur. Et dans ces matières organiques dites mortes, vous avez des choses assez différentes, à commencer par les résidus. Les résidus font partie des matières organiques du sol et vont être dégradés par certains organismes, mais vous avez des résidus qui sont de plus en plus petits, donc des particules, plus fines, voire en bas, jusqu'aux matières organiques dites stables ou les matières organiques humifiées, ce qu'on pouvait appeler l'humus, qui est très lié, aux particules minérales du sol, en formant des complexes argilo-humiques et donc cette matière organique aussi va avoir un rôle. Et donc vous avez tout ce qui est débris, qui permettent déjà une protection des sols en surface, potentiellement pendant l'hiver, et qui vont servir de nourriture clairement aux organismes du sol et donc booster toutes les fonctions qui peuvent, qu'on peut en attendre. Et les matières organiques stables de leur côté, qui contribuent à l'SEC, à la capacité d'échange cationique, donc finalement à la fertilité chimique du sol, au réservoir utilisable, au stockage du carbone. La matière organique humifiée, finalement, quand on parle de stocker du carbone dans les sols, en fait, c'est de la matière organique humifiée qui est stable, qui va rester, des dizaines, voire des centaines d'années dans le sol. Et également, la lutte contre l'érosion et l'abattement, c'est-à-dire que, la matière organique notamment stable et fine, peut permettre, d'améliorer souvent, en fait, le comportement agronomique si on résume un petit peu. Donc on voit bien qu'on a quand même heu différentes composantes et qu'on va chercher un équilibre en fait entre ces différentes matières organiques pour assurer, toutes les fonctions ou tous ces processus-là, dans un sol. Et en plus de ça, pour ajouter un degré, cette matière organique vivante ou ce moteur, il va tourner plus ou moins vite et donc ça, c'est l'activité biologique. Vous pouvez aussi avoir potentiellement beaucoup d'organismes dans le sol, mais qui, vont avoir peu d'activité. Et donc ça aussi, ça va être intéressant de savoir quelle est l'activité, quelle est la vitesse de ce moteur pour dégrader les résidus, pour, minéraliser de la matière organique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments et que finalement, ça va être compliqué d'avoir un seul indicateur pour essayer d'évaluer l'état biologique d'un sol, puisqu'on a des organismes qui sont différents, des matières organiques qui leur servent de nourriture et qui vont avoir on va avoir des attentes différentes vis-à-vis de ces différents compartiments, de la matière organique. Et donc sur le fonctionnement biologique, donc on va avoir différents paramètres qu'on va vouloir évaluer, notamment l'abondance des organismes dans le sol, leur quantité. Est-ce que j'ai beaucoup de bactéries? Est-ce que j'ai beaucoup de champignons? Est-ce que j'ai beaucoup, de vers de terre? Ça va être, un élément important, mais également l'activité. Et donc, vous avez quelques exemples ici, hein, d'activités. Donc on peut lier l'activité par rapport à un potentiel de minéralisation, par exemple, ou des activités enzymatiques qui sont des analyses un peu plus nouvelles. Et enfin, ce qui va également nous intéresser, où il y a aussi beaucoup de recherches, c'est sur la diversité. Est-ce que c'est toutes les bactéries que je peux retrouver dans un sol, vont être très différentes ou plutôt similaires? Et également pour les champignons, la faune du sol. Donc pour vous donner des éléments très concrets, sans commenter, l'intégralité de ce tableau, vous avez par exemple ici un exemple du panel d'indicateurs que peut proposer, Auréa, donc en laboratoire, en prestataire d'analyse et ce depuis, pour, certains, que quelques années. En fait, c'était des indicateurs qui, il y a 10 ans, 15 ans, étaient plutôt réservés à un niveau, de la recherche pour certains et qui sont maintenant accessibles pour les conseillers et les agriculteurs. Et donc vous voyez, sans tout commenter, que vous avez, disons, différents types et on va chercher à évaluer, notamment le statut organique, essayer de mieux comprendre les matières organiques dans le sol, l'abondance, l'activité ou la diversité, des organismes. Donc, pour conclure un peu cette première partie, donc, je voulais rabâcher en fait les indicateurs de fertilité physique et chimique, c'est, seront, sont bien connus, mais, sont pas toujours suffisamment utilisés. Il faudra bien avoir ça en tête et les mobiliser dans une démarche de diagnostic. Et maintenant, des indicateurs de la fertilité biologique, sont accessibles sur le terrain, en sachant que certains sont un peu plus matures que d'autres. Heu, donc il y a de la documentation qui existe aussi pour faire la part des choses et pour aussi choisir les indicateurs qui, répondent le mieux, à vos objectifs. Et
si on va s'intéresser au fonctionnement biologique du sol, mais il faudra s'intéresser à la fois à l'abondance, à l'activité et à la diversité pour, avoir une vision, disons, éclairée et globale de ce qui se passe. Malheureusement, on ne pourra pas se contenter d'un seul indicateur. Et les composants de la fertilité sont liés, donc à avoir bien cette vision systémique de ce qui se peut se passer dans un sol, et pas forcément se précipiter sur des nouveaux indicateurs, sans avoir déjà une vision, de ce qu'on a d'un point de vue chimique et physique, par exemple. Merci beaucoup Romain pour, cette, 1re, partie, qui nous a permis de, identifier les indicateurs, les classer et aussi être conscient des dernières avancées. Donc, il y a une question dans le chat que je te pose. Donc, connaissez-vous l'outil, Biofunc Tool? Et comment, tu positionnes du coup cet outil, par rapport, au panel des indicateurs que tu as proposé? C'était peut-être juste de le classer, dans les indicateurs, que tu as cités. Et puis, moi j'avais aussi peut-être des questions un peu plus globales sur, est-ce que parfois on entend parler de qualité des sols? Tu vois, tu nous as parlé de la santé, donc si tu pouvais juste, peut-être éclairer un peu sur ces parties-là et déjà pour ces 2 premières questions? Très bien, oui, donc pour, sur la première question sur, Biofunc Tool, comment on se positionne donc Biofunc Tool pour, donc pour tous les participants, c'est un outil, plutôt global d'évaluation du fonctionnement du sol, sur tous les aspects. C'est un outil qui peut se faire, heu, tout ou partie, généralement quasiment la totalité, sur le terrain, en fait. Et donc, c'est un outil qui est intéressant, qui a été développé, heu, plutôt, à la base pour des pays qui n'ont pas accès à des laboratoires d'analyse de sol, plutôt des pays en développement, mais qui maintenant, est utilisé, également en Europe et a fortiori en France. Hem donc, ce qui est intéressant, c'est que, l'outil Biofunctool a une vision qui est assez fonctionnelle, en fait. Donc, d'aller vers ces fonctions, justement, ce qu'on disait, beh, plutôt le recyclage des nutriments, plutôt la transformation du carbone, plutôt que de s'intéresser purement qu'aux indicateurs. Donc la démarche est très bonne. Nous, Ravalis, on utilise parfois certaines briques, certaines méthodes de Biofunctool. On la met rarement en œuvre entièrement parce que, en fait, ça met beaucoup de temps quand même à faire sur le terrain et en fait, c'est des analyses plutôt qui se font beaucoup en comparaison. C'est-à-dire qu'on va comparer 2 systèmes ou 2 parcelles proches puisque, en fait, on va avoir peu de référentiels, même s'ils commencent à travailler dessus. Ça, ce sera la partie 2, hein. On va vous parler de référentiels, maintenant surtout de l'interprétation de ces indicateurs. Oui, c'est un outil qui est utilisé, qui, à notre sens et pourquoi on n'a pas forcément beaucoup parlé sur cette partie 1, c'est que, en fait, c'est un outil qui, pour nous, peinera à se déployer massivement, dans le sens où, ça prend pas mal de temps sur le terrain. C'est très intéressant, mais on essaie quand même de, pouvoir, proposer des solutions pour tous les agriculteurs, qu'il y ait pas un conseiller ou un stagiaire qui puisse tout faire sur le terrain, en permanence. L'idée maintenant, c'est quand même de pouvoir massifier et que tout agriculteur puisse, accéder et faire une évaluation du fonctionnement du sol, ce qui serait moins le cas avec Biofunctool qui prend beaucoup de temps. Il faut quand même avoir vraiment, disons, un technicien ou un conseiller, expert pour travailler le sujet. Hem, donc voilà pour Biofunctool. S'il y a plus de réactions, n'hésitez pas et pour la partie, qualité santé des sols, donc c'est un peu ce qu'on dit, voilà, donc on pourrait définir un peu 3 termes: fertilité, qualité, santé. Ce qu'on vous a dit un petit peu en intro, c'est, pour nous une façon de définir les termes. Donc quand on parle de fertilité, on parle plutôt vraiment d'aptitude culturelle et de capacité d'un sol à produire, durablement sous un climat. C'est un terme qu'on a l'habitude d'utiliser plutôt dans le milieu agricole et alors que qualité des sols est un terme qui peut être générique, donc qui,
En fait, on cherche à évaluer dans la qualité souvent, les nombreuses fonctions du sol et pas seulement sa fonction de production. Mais par contre, il peut y avoir des façons des définitions qui peuvent être différentes parce qu'on l'a dit, la qualité des sols, ça peut être aussi ses propriétés, pérennes. Donc, en fait, il y a souvent des débats sémantiques dans le monde scientifique sur, qu'est-ce que la fertilité, qu'est-ce que la qualité, qu'est-ce que la santé. Donc nous, on vous a proposé en intro, on vous a fait une proposition en introduction. En fait, ce qui compte, c'est surtout de bien définir, ce qu'on veut dire derrière ces termes, par rapport à ses interlocuteurs. Pour qu'il y ait pas de problème de compréhension, quoi. Merci beaucoup Romain. Donc, je vous propose de passer à la séquence, suivante. Donc j'invite, Christine du coup à prendre, Christine Lessouder, ingénieure, expert en fertilisation et gestion durable des sols pour, poursuivre la présentation. Bien. Bonjour à tous. Alors, diagnostic de la fertilité du sol et comment utiliser ces nouveaux indicateurs. Donc, on va parler de l'interprétation, hein, en particulier de quoi dispose-t-on aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous reste à acquérir, hein, sur cette interprétation. Alors, je voulais rappeler au préalable, hein, que le diagnostic, hein, on parle beaucoup de diagnostic, va pouvoir être posé par la mise en œuvre d'indicateurs ou de méthodes, d'outils qui vont permettre de porter un jugement. Est-ce satisfaisant? Est-ce non satisfaisant? Pour un contexte donné, bien sûr, hein, pour éventuellement déclencher des actions correctives, hein, ou des leviers. Voilà. Alors, je vais aborder successivement deux modalités d'interprétation. Donc, la première, c'est l'interprétation par un positionnement au sein d'une distribution. À gauche, en ce qui concerne les indicateurs chimiques du sol, hein, alors on a représenté ici un exemple de distribution, alors dans le cadre de la teneur en phosphore Olsen, hein, donc qui est un indicateur de la biodisponibilité du phosphore, dans une région circonscrite, hein, et pour un type de sol. Alors on voit que ce type de distribution, certes, on peut dégager une moyenne, un mini, un maxi, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas très pertinent pour l'aide à la décision pour les agriculteurs, hein. Et en fait, aujourd'hui, on dispose des règles plus satisfaisantes pour aider l'agriculteur. Si on en reste à cette interprétation par un positionnement au sein d'une distribution, donc à droite, c'est un exemple d'indicateur physique. Là, c'est des mesures de pénétrométrie. Alors on voit qu'effectivement, on pourrait aussi, pour une nouvelle parcelle et une nouvelle mesure, se positionner dans cet histogramme. Voilà, étant dans les valeurs élevées, dans les valeurs faibles, voilà, c'est un positionnement qualitatif et ça ne va pas forcément aider aider à la prise de décision pour les agriculteurs. Alors ensuite, indicateurs biologiques. Alors justement, pour les indicateurs biologiques, on est actuellement dans ce travail d'enrichissement de bases de données, de mesures de plus en plus nombreuses d'un certain nombre d'indicateurs biologiques. Et donc, on est dans cette phase de constitution de ces référentiels pouvant proposer des valeurs moyennes, quartiles, etc. Voilà, alors, qui, comme on l'a vu sur les deux autres indicateurs, n'est pas encore n'est que la première étape. Alors vous avez, alors dans le cadre, pardon, du projet, Microbiotaire, un certain nombre d'indicateurs, 16 ont pu être, détaillés et ont fait l'objet de mesures sur le cadre d'expérimentations de longue durée où on maîtrisait très bien les conditions, environnementales. Et c'est dégagé du coup des valeurs remarquables, hein, moyenne, mini, maxi, par indicateur. Vous avez ici à gauche la règle d'interprétation, hein, de l'indicateur biomasse microbienne, hein, donc le carbone en microgrammes par kilo. Avec sur la barre à gauche, vous avez la valeur moyenne en noir, hein. Et donc, si on arrive avec une nouvelle valeur sur une nouvelle parcelle lambda, qui ici, par exemple, à 210 milligrammes, on voit qu'on se situe entre la moyenne et la valeur mini de la distribution. Donc, ce travail a été fait dans le cadre de Microbiotaire, mais on pourrait aussi représenter cette valeur dans le cadre d'un autre référentiel. Ici, à droite, ce qui est indiqué, c'est les règles d'interprétation et aussi de positionnement dans une distribution de l'université Cornell, voilà, où on voit que pour cette valeur de 210 milligrammes, on est dans la situation et dans la classe vraiment de valeurs très faibles.
pour poursuivre au-delà de Microbiotaire, donc un document tout chaud que vous allez pouvoir consulter et qui permet de faire l'actualisation d'indicateurs biologiques du sol. Donc là, on est uniquement sur les indicateurs biologiques tels que vous les a définis Romain tout à l'heure. 22 indicateurs. Donc c'est une mise à jour depuis Microbiotaire et de même, vous avez des fiches par indicateur avec la description bien sûr des indicateurs et puis ces valeurs mini, maxi et les moyennes pour aider à ce positionnement de nouvelles valeurs au sein de la distribution. Alors, néanmoins, enfin, on verra aussi autre chose, mais ce qui est par contre sous-jacent à ces interprétations par rapport au positionnement au sein d'une distribution, c'est souvent, eh ben, plus il y en a, mieux c'est. Le plus élevé, c'est le plus satisfaisant, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, il y a une illustration, bon, bien connue qu'on présente de temps en temps, hein, qui est la courbe qui est hors sujet un petit peu de notre matinée, hein, courbe de poids des nourrissons, où on voit qu'effectivement, il y a une plage optimale, mais si on est au-delà, on n'est vraiment pas dans la situation satisfaisante. Et en fait, de se positionner par rapport à une distribution, hein, ça ne suffit pas toujours pour porter un jugement, hein, et en particulier si on a une valeur faible, est-ce grave ou pas? Est-ce que on peut y remédier ou pas? Et en fait, on va rechercher, hein, donc notre objectif, ça va être de pouvoir travailler sur des seuils tels que si on est en dessous, alors une fonction du sol, hein, ou un service rendu par le sol va pouvoir être affecté. Au-delà, on est en situation satisfaisante, mais on peut imaginer aussi un nouveau seuil supérieur, au-delà duquel on n'est plus en situation satisfaisante par rapport à cette fonction, parce qu'avec des valeurs trop élevées. Alors néanmoins, tous ces travaux sur les positionnements au sein d'une distribution, hein, donc voilà, d'enrichissement de ces bases de données et de ces référentiels et donc de ces distributions, nous apportent un certain nombre d'enseignements intéressants. Les laboratoires, un certain nombre de laboratoires d'analyse aujourd'hui ont commencé à acquérir un grand nombre de valeurs suffisamment référencées et qui permettent du coup de voir d'avancer un petit peu sur les différents indicateurs. Ici, on reste sur la biomasse microbienne, hein, et vous avez un résultat proposé par le laboratoire Celesta Lab, hein, mais alors, je cite d'autres laboratoires, Aurea ou Elisol, qui aussi ont une compilation des collections de grands nombres de valeurs. On peut y voir sur cette illustration que cette valeur de biomasse microbienne, eh bien, elle dépend de la texture du sol. Plus la texture va vers des valeurs, des textures grossières, c'est-à-dire vers texture sableuse, et plus on a des valeurs faibles de biomasse, hein, à l'inverse, quand on est sur des textures plus fines, argileuses, hein, donc on a des valeurs plus élevées. Donc il y a un effet de la texture sur les valeurs de biomasse microbienne. Donc néanmoins, hein, ce que je disais, donc ces référentiels en s'enrichissant permettent quand même de nous faire comprendre la signification de chacun des indicateurs et nous font progresser, même si c'est partiel pour l'aide à la décision. Donc on a vu l'effet de la texture et ici c'est l'effet des composants du système de culture. Toujours dans le cadre de Microbiotaire, on a pu mettre en relation les indicateurs biologiques travaillés dans le cadre de Microbiotaire. Donc là c'est au départ de Microbiotaire. Vous les avez, ces indicateurs en ligne, hein, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui sont représentés ici en fonction de leur sensibilité à discriminer des pratiques. Des pratiques qui ont été mises en œuvre dans des essais de longue durée sur lesquels on en a mesuré avec toute cette collection d'indicateurs. Donc, on a eu des essais spécialisés sur les facteurs produits résiduaires organiques, sur des facteurs couverts d'interculture, travail du sol, etc. Et on peut voir à la lecture de ce tableau, plus la couleur verte est intense et plus l'indicateur en ligne, hein, est apte et sensible à ces composantes du système de culture. Voilà. Donc on a pu, voilà, on avance quand même à l'examen de ces référentiels de données, hein, lorsque les valeurs sont suffisamment bien renseignées, bien contextualisées, à avoir des informations intéressantes pour interpréter à terme, et aujourd'hui déjà, ces indicateurs. Alors, on va passer maintenant à un autre type d'interprétation, qui est ce qu'on appelle l'interprétation fonctionnelle.
c'est-à-dire une interprétation basée sur le lien entre les indicateurs et une fonction du sol, voire un service rendu par le sol. Alors ici, le premier indicateur sur lequel on a travaillé dans cette orientation-là, c'est les indicateurs de biodisponibilité du sol, et en particulier le phosphore. Donc la teneur en phosphore Olsen, hein, dont j'ai déjà parlé, hein, mais ici, alors, présente la particularité déjà de pouvoir être mis en relation avec un indice de production. Voilà, dans le cadre d'expérimentation, on a pu avoir différents niveaux de dose, hein, et donc on a ici un graphique, hein, alors issu d'une publication, mais il existe d'autres types de graphiques publiés sur cet indicateur-là, où on peut mettre en relation la perte, est-ce qu'il y a une perte de rendement ou pas, aux valeurs de teneur en phosphore Olsen présentées ici en abscisse. Et donc des méthodes d'interprétation de ce type de graphique nous permettent de proposer des seuils d'interprétation, donc directement opérationnels pour les agriculteurs. Voilà. Alors ça, c'est clairement ces indicateurs chimiques sur un domaine sur lequel on est le plus avancé en termes de production, de seuils et de règles de décision. En restant sur les indicateurs de chimie du sol, les indicateurs pour aider au pilotage de la fertilisation, hein. Donc, Romain a déjà cité la brochure guide d'interprétation des analyses de terre, donc pour les grandes cultures et les prairies temporaires, hein, dans lequel on a collecté et on a compilé l'ensemble des indicateurs, mais aussi des modes d'interprétation et des interprétations proposées pour chacun de ces indicateurs. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais brochure importante pour ce domaine-là. Autre type d'indicateurs, les indicateurs physiques. Alors, dans ce cas-là, il existe aussi, surtout par rapport aux effets des propriétés physiques des sols, hein, des liens qu'on peut retrouver avec la production. Un exemple ici, c'est une synthèse de plusieurs essais où on a l'effet du tassement par rapport à une situation non tassée et qui est représenté ici. Vous avez la variabilité en fonction de la culture sur laquelle a été réalisé ces tassements et aussi l'effet année, hein, qui se cache derrière les barres d'erreur. Et donc on voit une liaison entre l'importance du tassement et la production. Alors si on cherche à aller plus loin, on dispose aussi d'outils, de méthodes qui vont permettre de faire le lien entre un indicateur mesuré au champ et ce risque de tassement. Pour boucler la chaîne, hein. Et là, c'est l'indicateur du test bêche, hein, la méthode ISARA, sur lequel on est la plus avancée, hein, qui dispose d'une règle d'interprétation, hein, d'une arborescence, d'un arbre de décision, hein, illustré ici, qui permet, d'après les observations, de prédire le niveau de tassement. Voilà. Donc, sur les indicateurs physiques, certains indicateurs sont avancés, même si sur d'autres, il reste encore du travail à faire. On a parlé de la pénétrométrie, hein, c'est un exemple. Ouais. Alors maintenant, sur les indicateurs biologiques, alors il n'existe pas vraiment de liaison directe entre l'indicateur biologique et le rendement, hein, sauf si on parle de certains indicateurs qui peuvent caractériser des populations d'êtres vivants dans les sols qui sont phytophages, hein, ou agresseurs, bioagresseurs. Mais on va chercher néanmoins à construire des relations, des liaisons suffisamment décrites entre les fonctions du sol et ses indicateurs. Alors les fonctions du sol, Romain les a déjà décrites tout à l'heure, hein, 4 grandes fonctions et qu'on peut détailler avec ces sous-fonctions ou processus, hein, présentés ici, hein, par exemple la décomposition des résidus de culture ou la fragmentation de ces résidus de culture pour la fonction de stockage du carbone, la minéralisation en carbone ou en azote du sol, ou l'aération ou la porosité du sol dans le cas de l'amélioration de la structure. Et ce qu'on va rechercher, c'est à décrire au mieux ce lien entre un indicateur et une fonction du sol. Alors ici, on a une relation
y égale à x plus b, croissante, même si ce qu'on va rechercher idéalement, et c'est ce qu'on a dans le cas des indicateurs biologiques, c'est pas souvent un seul indicateur tout seul qui va nous permettre de révéler un niveau de fonction, hein, mais ce sera plutôt une combinaison d'indicateurs, par exemple un nombre de vers de terre combiné avec une note de test Bech ou avec une teneur en matière organique, comme l'a dit Romain aussi, qui est un indicateur un peu incontournable. Voilà, donc l'interprétation de ces indicateurs ou d'une combinaison d'indicateurs permettra d'établir ces règles de décision dans le cas des indicateurs biologiques, hein, d'établir un diagnostic quantifié et in fine, de sélectionner des leviers adaptés. Donc, dans le cas des indicateurs biologiques, on est un peu au début de ces travaux. Alors, pour ça, je voulais citer alors déjà le projet Microbiotaire, dans lequel on a commencé, et c'est le premier de ces projets, à inventorier, à rechercher les liens entre les indicateurs ici en ligne, les 16 indicateurs finaux de Microbiotaire, hein, et en colonne, on retrouve les fonctions du sol, hein, les 4 grandes fonctions et les processus écrits en plus petit, hein, et on peut, on a, pardon, par analyse bibliographique et expertise, hein, donc proposer du coup, là où il y avait une relation ou pas, hein, là où la couleur est la plus intense, hein, et là où on a une relation soit positive, soit négative, hein. On n'est pas toujours dans le cas de relations positives, hein, ou alors on peut avoir voilà, des relations avec des optimums, etc. Mais où on a des relations entre des indicateurs. Voilà, on pourrait prendre des exemples. Par exemple, pour la ligne du carbone oxydé, on a un lien avec avec la minéralisation en carbone et puis d'autres indicateurs sur la structuration du sol, l'agrégation. Voilà, autre projet sur lequel on a travaillé sur ces liens indicateurs-fonctions, c'est le projet Agroécosol, où on a proposé un moteur d'interprétation basé sur ces liens indicateurs-fonctions, en y mettant tout ce qu'on savait aujourd'hui le mieux sur ces liens. Alors, on a proposé in fine des interprétations sur un certain nombre de fonctions. Vous retrouvez ici les fonctions dont on a déjà parlé, qui sont un petit peu découpées différemment, hein, des fonctions de fourniture en éléments nutritifs, en structuration du sol, voilà, en stockage de carbone, etc. Et on a pu positionner les valeurs parcelle par parcelle, hein, c'est le petit triangle présenté sur les barres, en décomposant en amont chacun de ces fonctions. Si on prend l'exemple de la structuration du sol, on l'a décrite dans Agroécosol à l'aide de 3 processus qu'on a pu évaluer chacune, hein, et c'est la combinaison de ces 3 évaluations qui donne la note sur la structuration du sol. Pareil, sur la stabilité structurale, eh bien, on l'a évalué en décomposant ce processus, hein, en fait, qui est plutôt une propriété, par une agrégation d'indicateurs. Tu peux aller au bout. Indicateurs agrégés, et dans le cas de cette stabilité structurale, donc ces 4 indicateurs, aussi bien chimiques, biologiques que physiques, hein, vous avez la teneur en matière organique, test Bech, indice de battance et diversité microbienne, qui ici sont évalués sur une note de 1 à 3, hein, mais qui combinés ont permis de positionner la note, le petit triangle, sur la stabilité structurale. Donc voilà le travail qui a été proposé dans Agroécosol, mais qui ne demande qu'à avoir à s'enrichir et avoir de plus en plus de liaisons suffisamment décrites, hein, robustes, entre indicateurs et fonctions. Donc c'est ce travail sur lequel on s'engage aujourd'hui, hein, qui est important, et pour cela, donc je vais passer la main à Romain dans le cadre d'un projet dont il est l'animateur, projet en cours aujourd'hui. Oui, donc ça c'est plutôt une illustration des perspectives, dans le sens de ce que, Christine vient d'expliquer. C'est-à-dire que ça fait aussi office de pré-conclusion à cette partie. C'est-à-dire que donc là, on vous a expliqué quand même qu'il y a eu, beaucoup de travaux, de recherches et fondamentales et appliquées pour développer et sélectionner des indicateurs et a fortiori des indicateurs pertinents pour le conseil agricole. Donc ça, bon, il y a toujours des nouveaux indicateurs, hein, mais on commence déjà à avoir quand même un certain recul là-dessus. On commence aussi à avoir un certain recul sur, ce qu'on a appelé les référentiels descriptifs ou de positionnement. C'est-à-dire que, on engendre le fait aussi que les analyses soient normalisées, on engendre de plus en plus,
de référence qui permet de se positionner par rapport à une population. Donc ça, on continue à s'améliorer, mais c'est une étape qui est déjà franchie et par contre, on a encore ce besoin d'approfondir, la partie diagnostic agronomique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces indicateurs? Comment on les interprète? Jusqu'à un niveau de valeur, hein. Est-ce qu'on est bon ou on n'est pas bon? En fait, c'est ça qu'on cherche à avoir avec, pourquoi pas ce type de visuel, hein, comme on a sur Agroécosol et donc un projet de recherche appliqué en cours, CASDAR, financé par le fonds CASDAR, hein, et le ministère, c'est, le projet Liens du sol qui vise vraiment à améliorer l'évaluation des fonctions du sol, par rapport à ces indicateurs organobiologiques. Donc continuer à faire le lien pour mieux les interpréter sur ces indicateurs et donc pour ça, on s'appuie en fait sur un réseau, d'essais long terme, qui sont, soit portés par des partenaires ou des organismes associés et donc vous avez la carte à droite. En fait, c'est des essais long terme où, il y a eu une différenciation des pratiques agronomiques et des entrées de carbone dans le système. Ce qui nous permettra en fait d'avoir des réponses et on l'espère, avoir des relations claires entre indicateurs et fonctions du sol, pour, en fait créer des méthodes qui ressembleraient à ce qu'on a sur les indicateurs chimiques, c'est-à-dire pouvoir vraiment se positionner, mettre des valeurs, peut-être des valeurs seuil, des valeurs critiques ou en tout cas, pouvoir vraiment, faire du conseil, avec ces indicateurs. On commence à savoir le faire, mais on s'améliorera avec ce type de projet. Bien, donc Mais merci Romain. En guise de conclusion, alors effectivement, tous ces travaux autour de l'interprétation vont nous permettre de faire cette sélection, hein, que tu as citée. Alors sur les indicateurs chimiques, on est suffisamment avancé aujourd'hui. Sur les indicateurs physiques, certains sont bien avancés, mais pas tous. Il y a aussi des nouveaux à construire. Et sur les indicateurs biologiques, on est sur de l'acquisition de références en cours, hein, sur cette voie aussi bien référentiel descriptif que lien indicateur-fonction. Voilà, on pourrait travailler sur une sélection d'indicateurs pour évaluer la fertilité biologique du sol en lien avec des fonctions qui nous posent, sur lesquelles on voudrait travailler, hein, donc de dégradation des matières organiques, par exemple de décomposition des résidus de culture, hein, ou de recyclage des nutriments, de fourniture en éléments nutritifs. Alors, un point important, néanmoins, un deuxième point, c'est que pour avoir une interprétation pertinente de ces mesures d'indicateurs, on a besoin d'un référentiel, hein, donc avec un grand nombre, une base de données suffisamment importante, avec des valeurs suffisamment renseignées, contextualisées, mais aussi, hein, la deuxième mode d'interprétation, de pouvoir clarifier ces relations indicateurs biologiques et fonctions. Et c'est d'ailleurs grâce à ces liens qu'on va pouvoir passer des indicateurs donc au conseil vers les agriculteurs, donc en passant par l'étape fonction, hein, indicateur, fonction, conseil ou levier, sur lesquels il nous reste à travailler et à mettre tout ça en musique. Et donc, projet de recherche en cours, donc on vous en a présenté un, lien du sol, hein, mais il y a d'autres projets en cours sur ces indicateurs biologiques aujourd'hui. merci beaucoup Christine et Romain pour, cette, 2e séquence. On a, quelques questions. Peut-être une première question, sur, la démarche Lion du sol. Est-ce qu'elle est transposable à d'autres systèmes de production comme les légumes et l'arboriculture? Donc ça, c'est plutôt pour Romain. Et après, pour Christine, plutôt sur, est-ce qu'il existe d'autres, méthodes, sur, d'analyse de la fertilité chimique? Oui, donc est-ce que le lien du sol est transposable à d'autres systèmes de culture? Oui, vous avez bien vu, c'était écrit donc le réseau est plus basé sur, des systèmes, grande culture et polyculture élevage. Donc les références qu'on va acquérir seront quand même plutôt portées sur ces systèmes. Néanmoins, si on arrive à trouver des relations entre des indicateurs et des fonctions du sol, potentiellement, une partie soit de la démarche ou même, des relations qui seront établies pourront être utilisées, à ceci près que, en fait, les objectifs ne seront pas forcément les mêmes, dans d'autres systèmes de production et donc il y aura peut-être des seuils à adapter. Donc plutôt non, mais la démarche et les références acquises pourront, certainement appuyer aussi d'autres filières.
Merci Romain. Et du coup, pour Christine, peut-être sans trop rentrer dans les détails, mais dans la question, citer des extractions d'éléments avec du acétate d'ammonium ou Melik, par exemple. Juste si tu peux citer, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Olsen, Dreyer, Hébert, mais Sur les indicateurs effectivement chimiques, hein, ou physico-chimiques, effectivement. Alors, il peut y avoir d'autres indicateurs, hein. On peut explorer effectivement les propriétés chimiques des sols par d'autres indicateurs. Simplement ceux dont j'ai parlé, hein, et qu'on a compilés dans notre brochure, dans notre guide d'interprétation, ce sont ceux qui, alors, à la fois sont bâtis sur des mesures laboratoires normalisées, voilà, donc qui sont répétables entre laboratoires, et qui aussi disposent de référentiels d'interprétation, dans le sens où il y a des expérimentations derrière qui ont permis de valider les règles d'interprétation et aussi de les valider sur le territoire français, sur le territoire national, sur un grand nombre de types de sols en France. Donc pour le PK, je pense aux essais de longue durée. Donc ce qui est important, c'est pas tant l'analyse, qu'on peut toujours analyser tout et n'importe quoi, enfin, ou beaucoup de choses au niveau chimique, hein, mais c'est pour l'interprétation de pouvoir avoir ce référentiel, hein. On a vu un référentiel de positionnement, c'est pas suffisant pour le phosphore ou pour le pH ou pour etc. Mais ça va pouvoir, il a été complété par tout un réseau d'expérimentation pour préciser des règles opérationnelles pour les agriculteurs. merci beaucoup Christine. Donc je vous propose de passer à la dernière séquence, donc les exemples d'application de ces indicateurs et ces diagnostics dans l'Observatoire de fertilité des sols dans le Nord. Merci Elodie. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement aborder cette troisième partie pour donner des exemples maintenant d'utilisation de terrain et de prise en main de ces indicateurs par les techniciens, les agriculteurs d'une région. Donc là, on va prendre l'exemple de l'Observatoire fertilité des sols du nord de la France. Donc, je vais faire trois séquences. Déjà, rappeler, présenter l'objectif de ce réseau. Et puis après, je déroulerai le diagnostic au travers de l'exemple d'une parcelle pour voir en fait l'utilisation et la prise en main des indicateurs par des agriculteurs pour aller jusqu'à potentiellement un conseil ou en tout cas une interprétation et une analyse. Et puis après, je prendrai quelques exemples de résultats un peu plus globaux au niveau de l'observatoire. Donc l'observatoire des sols, donc en fait, visait déjà à répondre à une problématique forte autour de la préservation, voire de l'amélioration de la fertilité des sols pour notre région nord de la France. Donc on a majoritairement des sols limoneux, profonds, très productifs, mais aussi très sensibles aux phénomènes d'érosion, de battance, de tassement, avec une tendance à l'appauvrissement de la matière organique. Et donc au niveau des opérateurs terrain, il y avait un souhait de pouvoir objectiver le diagnostic pour aider au pilotage des systèmes de culture. Et donc cet objectif assez général au niveau de la région a trouvé écho au projet, et on s'est rapproché des opérateurs terrain, donc des partenaires, coopératives, chambres d'agriculture, négoces, instituts de recherche également, cabinets également d'études, pour monter un réseau, un observatoire auprès d'une cinquantaine de parcelles terrain qui étaient représentatives de la région. Donc là, vous voyez la cartographie. Donc il y a une grande diversité de situations, plusieurs parcelles avec des typologies de sols différents, même si majoritairement on est quand même sur des sols limoneux. Différents systèmes de culture. Donc vous voyez le jeu de couleurs, c'est les systèmes un peu majoritaires des petites régions agricoles, hein. Plus on est foncé, plus on a des systèmes relativement intensifs dans nos régions, hein, puisqu'on a la présence de cultures industrielles de type betterave, pommes de terre ou légumes d'industrie. Et puis vous avez également un petit peu de polyculture élevage, et on va sur des systèmes aussi grande culture, plutôt scope, sur les zones un peu plus jaunes.
Voilà, donc un observatoire qui finalement va pouvoir être un terrain de jeu pour utiliser tous ces indicateurs et aider finalement à répondre aux objectifs qui sont aujourd'hui très diversifiés selon les exploitations et les situations agricoles. Donc il y avait plusieurs objectifs au niveau de cet observatoire. C'était déjà avoir une photo, poser un diagnostic, un état des lieux de la situation, et puis aussi un objectif de suivi dans le temps, puisque vous l'avez vu, tous ces indicateurs en fait permettent d'évaluer les fertilités des sols, mais aussi bougent d'une manière assez lente dans le temps, et donc on a un objectif de suivi sur plusieurs années pour voir comment évoluent ces indicateurs et potentiellement faire le lien aussi avec les pratiques, des changements de pratiques potentiellement, ou en tout cas essayer de piéger les combinaisons, on va dire, de situations qui sont les plus favorables pour la préservation de la fertilité des sols. Donc à noter que c'est un réseau de partenaires, donc il existe dans le nord de la France, mais on a également un observatoire de la fertilité des sols dans l'ouest de la France, avec le même principe de suivi. Et donc la force de ces réseaux, c'est vraiment d'avoir une base commune, d'une méthodologie commune, avec une sélection d'indicateurs qui ont été choisis justement grâce aux récentes avancées de la recherche, pour prendre les plus pertinents, les plus opérationnels, les plus faciles aussi à réaliser au champ, avec un coût relativement raisonnable. Et donc il y avait un objectif aussi de monter en compétences collectives, donc à l'échelle d'un réseau de partenaires en région. Voilà, donc ça c'est l'objectif assez général. Donc la description justement du choix des indicateurs, vous l'avez dans cette diapositive. Voilà, on a sélectionné pour pouvoir évaluer les 3 briques de la fertilité. Une sélection d'indicateurs, donc je ne vais pas reprendre dans le détail, on les a présentés précédemment. Pour la fertilité biologique, il y a quand même un coût au niveau des analyses, donc on a sélectionné à peu près 5-6 pour donner en gros une notion d'abondance, on l'a vu, autour de la mesure de la biomasse microbienne, une notion autour de l'activité biologique avec la mesure du carbone labile, on y reviendra, également la mesure de l'azote biologiquement minéralisable, et également la qualité de la matière organique avec le fractionnement granulométrique de la matière organique. Pour ce qui est du bloc de fertilité physique, on a évalué la stabilité structurale avec le SLEC test et l'état structural avec le test Bech, méthode Isara, et également des mesures de pénétrométrie complétées avec des profils culturaux. Donc là ensuite, ce qui est important, donc chaque parcelle a reçu aussi, on a réalisé une analyse chimique. Ce qui est important à noter, c'est qu'on va réaliser la mesure chaque année à peu près à la même période pour être relativement comparable, et on va revenir sur le même point de la parcelle chaque année pour essayer d'avoir un suivi aussi dans le temps pendant à peu près 7 ans. Donc voilà un peu le kit qui a été choisi. Alors maintenant sur le terrain, c'est plusieurs actions de démonstration, des rendez-vous terrain, c'est la diapo suivante, des formations, des réunions, de la présentation des indicateurs pour que en fait chaque partenaire du réseau, technicien, agriculteur, puisse s'imprégner des modes opératoires. Donc il y avait un objectif aussi de partage d'expertise, de formation pour prendre en main ces indicateurs sur le terrain, et donc de transfert aussi de compétences. Donc j'ai noté sur la droite plusieurs animations qu'on a pu réaliser. On remercie tous les partenaires de ce projet. Donc là, j'ai mis des exemples sur le nord de la France, mais ils existent aussi dans l'ouest de la France, où il y a eu des visites d'essais communes, des animations auprès de groupes d'agriculteurs, des colloques, des interventions au champ, et j'en passe. Donc voilà, merci à tous les partenaires de ce projet. Alors, je vais maintenant passer à la partie illustration de la démarche sur une parcelle, pour essayer maintenant de voir d'un point de vue un peu pratico-pratique comment on peut aider l'agriculteur sur le terrain grâce à ces indicateurs. Donc, il y a une démarche, on va dire, qui va être commune à tout le monde et qui ensuite pourra être déclinée selon les situations et les objectifs recherchés. Donc, la première brique, c'est vraiment de décrire la situation. Donc, je ne l'ai pas encore dit, mais toutes ces parcelles, en fait, on va également référencer l'historique des pratiques sur les 5 ans
avant le lancement du projet. Donc, on va décrire finement le système de culture, le type de sol et bien identifier les objectifs et les attentes recherchées par l'agriculteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va justement utiliser tous les indicateurs cités précédemment pour faire vraiment un diagnostic à 360 de toutes les fertilités. Donc là, on a fait, je vous l'ai montré, une sélection d'un kit, en gros, d'indicateurs les plus opérationnels, qui présentent le plus de liens avec justement les fonctions recherchées. Et alors ça peut être sous différentes formes. Nous, dans l'observatoire, on a travaillé sur la mise en forme de ces valeurs, de ce diagnostic au travers de fiches de restitution, et qui peuvent être diverses et variées, pour bien avoir en tête, on va dire, les facteurs limitants présents dans la parcelle et aider à la priorisation des actions et construire finalement un plan d'action avec l'agriculteur, ce qui va être la troisième étape de ce diagnostic pour interpréter. Donc on l'a vu, des indicateurs, des outils qui sont déjà très avancés, sur lesquels on a des règles de décision, et d'autres sur lesquels on est en cours de référencement pour construire les référentiels et s'améliorer. Donc la quatrième étape va être importante, c'est d'avoir justement ce suivi dans le temps pour à la fois, si on a le souhait d'intégrer de nouveaux leviers agronomiques qui répondent aux objectifs de l'agriculteur, voir l'évolution au fil des années pour identifier à la fois les marges d'amélioration et potentiellement vérifier finalement qu'on est sur la bonne trajectoire. Donc ça, c'est la démarche assez générale. Maintenant, je vais passer à l'exemple d'une parcelle. Alors, on aurait pu en prendre une autre. C'est pour vraiment illustrer, plutôt à titre d'exemple, la réalisation de ce diagnostic global à l'échelle d'une parcelle. Donc là, j'ai pris le petit point rouge, une parcelle dans le Santerre, donc en limon profond, qui est très représentatif des systèmes habituels sur le secteur Nord-France, donc sur une rotation typique, blé, betterave, blé, pommes de terre, par exemple. Donc ici, on a les 8 ans d'historique. On positionne le travail du sol, les couverts. On a un limon profond, une matière organique à 1,8. Et puis, on référence l'ensemble des itinéraires techniques de l'agriculteur. Donc après échange avec l'agriculteur, on a identifié, on va dire, ses attentes, hein. Il avait une perception globale d'une certaine dégradation de sa structure de sol et il observait une certaine variabilité des rendements selon les aléas climatiques, hein, qui vont être aujourd'hui de plus en plus fréquents et ce qui fait qu'on s'interroge de plus en plus sur cette partie vraiment sol, hein, qui est vraiment le capital de production aussi des systèmes de culture, hein. Avant d'arriver au pilotage des parcelles et de la nutrition, il y a cette partie vraiment sol à préserver, avec des aléas, plus de printemps secs, plus fréquents. Et un objectif d'essayer de pouvoir améliorer sa structure, augmenter sa matière organique et potentiellement rentrer plus facilement aussi dans la parcelle en cas d'excès d'eau, par exemple, avec une vitesse de ressuyage qui est parfois estimée un peu lente. Donc voilà, ça globalement, c'est la photo de la situation initiale. Et donc on va basculer sur les 3 diagnostics de la fertilité. Donc le premier levier autour de la fertilité chimique, donc au travers d'une analyse de sol. Donc, je ne rentre pas forcément dans le détail. Là, on a les différents indicateurs autour du pH, de la CEC, la mesure des teneurs en phosphore Olsen ou en potasse échangeable là, qui sont présents dans une analyse de terre. Et donc là, on a une carte d'identité, on va dire, de la parcelle assez typique de la région, avec des pH assez hauts, des teneurs en matière organique plutôt modérées, voire basses, et pour autant des teneurs en phosphore qui sont suffisantes dans des systèmes de production. Ici, on a 133 mg, mais qui tend quand même à être sur des valeurs qui peuvent être assez basses dans certaines situations. Donc là, on a les seuils d'interprétation qui nous permettent d'évaluer la biodisponibilité des éléments et déclencher des apports si nécessaire.
Donc là, pour cette parcelle, on est plutôt sur des indicateurs chimiques globalement satisfaisants, avec une petite vigilance sur la potasse, sur des cultures particulièrement exigeantes. On s'attache maintenant à réaliser le diagnostic de la fertilité physique de cette parcelle. Donc on commence par évaluer, on l'a vu, la stabilité structurale avec le test, le SLEC test. Donc on va prélever des petits agrégats au champ qu'on va mettre dans des petits paniers pour évaluer leur résistance à l'immersion et à l'humectation, donc pour évaluer le niveau de stabilité structurale vraiment du premier horizon. Donc lorsqu'on réalise ce diagnostic au niveau de la parcelle, on voit qu'on est sur des cotations assez basses. Donc là, on a une note de 1 à 6. Et pour cette parcelle, sur les 2 niveaux d'horizon, 0,2 cm et 2,10 cm, on est sur des valeurs relativement basses qui sont aussi assez typiques et assez dépendantes de la texture intrinsèque du sol. Donc on ne peut pas forcément grand-chose, mais malgré tout, on est sur des valeurs quand même relativement basses dans cette parcelle. Donc ça veut dire une parcelle de sol assez sensible à l'érosion et à l'abattance. Deuxième niveau de diagnostic, on va réaliser un test bêche pour évaluer la structure du sol et potentiellement détecter des zones de tassement. Donc là, on réalise le diagnostic sur les 3 horizons. Donc le premier horizon, sur une dizaine de centimètres, qui présente une classe de tassement avec une note de 1,8 là, donc qui est relativement bas, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas de tassement important. Idem sur le deuxième horizon, jusqu'à une vingtaine de centimètres. Et par contre, ce qui est aussi assez fréquent dans bon nombre de parcelles de la région, on va commencer à détecter des tassements à partir du troisième horizon, ici entre 25-35 centimètres. On va monter donc sur la note ici de 4, donc qui révèle un tassement relativement conséquent qui pourrait nécessiter une action correctrice. Donc arrivé à ce niveau de diagnostic, on a tout intérêt à essayer d'étendre le diagnostic en profondeur en réalisant une mesure de pénétrométrie, comme on l'a vu, qui va compléter le diagnostic du test bêche, puisqu'on va pouvoir aller au-delà de la trentaine de centimètres d'extraction du bloc de la bêchée. Et là, vous voyez la courbe de résistance qui révèle nettement également un pic de tassement, même au-delà de la trentaine de centimètres. Donc on voit entre 30 et 40, voire 50 centimètres, une résistance assez importante et donc potentiellement une zone de tassement importante. Donc là, globalement, les indicateurs de fertilité physique sont plutôt dégradés, avec même potentiellement des actions correctrices à engager sur du court terme, avec des zones de tassement conséquentes. Donc là, ça peut valoir le coup d'aller jusqu'à la réalisation d'un profil cultural. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette parcelle. Pour vérifier déjà le diagnostic précédent et aussi étendre, et c'est tout l'avantage de réaliser un profil cultural complet, étendre le diagnostic avec une lecture horizontale également, puisqu'on va aller chercher plus de 2 mètres en largeur et on va essayer d'orienter le profil cultural perpendiculairement au passage des machines, routes semoirs et autres, pour voir si on n'a pas également des zones de tassement supplémentaires dans certains secteurs de la parcelle. Donc là, la lecture de profil est assez typique également d'une parcelle de la région avec présence de labours importants avec des cultures industrielles. Donc on voit nettement l'horizon labouré jusqu'à 25-30 cm qui est un peu plus noir avec une concentration de la matière organique mélangée à ce niveau-là. Et puis ensuite, le profil se décline avec l'horizon pédologique typique d'un limon fin profond de la région. Lorsqu'on réalise du coup le diagnostic au couteau du profil, on a détecté effectivement une zone beaucoup plus compacte, entre 35 et 70 centimètres dans cette zone. Ce qu'on a pu voir également, c'est que sous l'horizon labouré, on a retrouvé des anciens fans de pommes de terre de la culture précédente. Donc là, le profil a été réalisé en mars. Donc c'était en mars 2024, avec un automne et un hiver assez pluvieux, et on a eu potentiellement, on suspectait aussi un dérèglement potentiel de la minéralisation, parce qu'on n'avait vraiment aucune dégradation des résidus.
Et donc, ça pouvait aussi nous inciter à aller regarder du côté du compartiment des indicateurs de la fertilité biologique, pour voir si on n'avait pas justement une activité peut-être moindre et voilà, faire parler aussi ce bloc-là. Alors, donc ce profil-là, ensuite, on peut le schématiser avec un certain nombre de symboles qui vont permettre de synthétiser et de se souvenir du diagnostic. Donc là, vous voyez les zones plutôt vertes sur les premiers horizons, on avait des structures ouvertes et une présence de mottes avec une bonne structure et une bonne porosité. Mais on a relevé, je ne l'ai pas encore dit, des zones plus compactes, en particulier sous les passages de roues, et qu'on avait pu voir sur la culture en place, qui était pourtant une culture pas la plus sensible. On était sur un blé, mais on voyait quand même quelques irrégularités au niveau de ces zones de tassement. Et puis, on retrouve la partie un peu plus profonde et plus compacte jusqu'à 60 centimètres. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça nous incite aussi à aller regarder maintenant du côté des indicateurs de la fertilité biologique. Et donc, on a réalisé un prélèvement de sol, sortie d'hiver sur le mois de mars, au moment où le sol est ni trop humide ni trop ressuyé, pour réaliser l'ensemble des indicateurs qui ont été sélectionnés. Donc le premier indicateur qu'on a toujours dans une analyse de sol, ça va être la teneur en matière organique, en pourcentage. Donc ici, dans la parcelle, on a déjà la première lecture qui nous permet de positionner la parcelle dans le référentiel de l'Observatoire Nord-France. Donc là, vous avez le box plot. Dans la région, on tourne autour de 2% en médiane, et vous voyez que la parcelle est plutôt sur la valeur un peu basse, avec 1,8%. Là, on a toute situation confondue, hein. Et on peut affiner pour essayer de caractériser cette matière organique maintenant. Donc, on regarde l'indicateur d'abondance, donc autour de la mesure de la biomasse microbienne. Donc, dans cette parcelle, on voit qu'on est sur une valeur qui rentre autour de la moyenne du référentiel nord. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on est plutôt dans une interprétation de positionnement au sein d'une distribution, hein. On ne sait pas forcément à quel seuil on va décrocher ou pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour cette valeur de biomasse, plus on va avoir une valeur élevée, plus on a de biomasse microbienne, et plus en tendance, on va avoir une minéralisation de la matière organique plus élevée. Maintenant, à quel seuil on décroche ou pas, c'est tout l'enjeu des travaux en cours. On va regarder maintenant la partie qualité de la matière organique. Donc, on l'a vu, la proportion du carbone qui se localise sur la partie fine ou la partie grossière peut être aussi un indicateur du profil de la matière organique présente dans son sol. Donc là, dans cette parcelle, on a quand même une proportion assez importante de fractions fines. Donc la partie la plus petite, donc le carbone humifié, en fait, qui peut être un indicateur aussi de la présence de stockage à long terme du carbone dans cette situation. À l'inverse, la partie la plus grossière est plutôt sur le bas des valeurs du référentiel nord. Donc là, on caractérise, hein, là aussi, c'est en fonction du fonctionnement de la parcelle. Il n'y a pas forcément de valeur seuil, hein, mais on est plutôt, en gros, sur la fraction la plus grossière, c'est celle qui va être la plus facilement consommée et dégradée par les micro-organismes, et donc potentiellement révéler aussi une activité intense ou pas au niveau de la matière organique. Donc la partie activité, on complète avec également d'autres indicateurs, donc la mesure du carbone actif oxydable au permanganate de potassium. Donc là, dans cette parcelle, pour cette année-là, on est sur une valeur plutôt basse par rapport au référentiel, mais qui peut être également tout à fait satisfaisant pour le fonctionnement au niveau du sol. Et puis, la mesure du potentiel de minéralisation.
Donc voilà, donc premier niveau d'interprétation, c'est un exemple. Là, on positionne la parcelle dans ce référentiel aujourd'hui en cours de construction au niveau du nord de la France. Et le deuxième niveau d'analyse, c'était aussi de savoir si notre jeu de données du nord de la France se positionnait sur des valeurs proches du référentiel microbiotaire à une échelle plutôt nationale. Et donc une des informations aussi, c'était de voir que, en gros, les ordres de grandeur et les valeurs étaient assez proches de ce qu'on avait également au niveau national. Voilà, donc on a un exemple de diagnostic un peu complet. Fertilité chimique satisfaisante dans cette parcelle, fertilité biologique, pas encore forcément de valeur seuil, mais en tout cas, on est sur des ordres de grandeur dans la variation connue au niveau français. Et par contre, on a quand même certains indicateurs qui peuvent être dégradés sur la partie fertilité physique. Et donc, voilà, pour raccrocher un peu le travail de diagnostic au global, ben, ça va être potentiellement d'identifier les freins pour lever, on va dire, les facteurs limitants d'une parcelle. Et donc là, en l'occurrence, on a potentiellement à lever une problématique de tassement qui, on va le voir, et on l'a vu précédemment, peut être pénalisante pour le développement de la plante avec un frein à l'enracinement en particulier. Donc après, bah, c'est des exemples de plans d'action. Voilà, à court terme, là, dans cette situation, on peut proposer à l'agriculteur d'essayer de raisonner également des travails de sol pour engager des actions correctrices pour limiter ces problématiques de tassement. Mais c'est vrai qu'on le verra à la fin, mieux vaut intervenir en prévention, puisque c'est beaucoup plus dur de rattraper des dégradations de sol à des profondeurs importantes. La régénération naturelle autour de l'activité biologique va prendre plusieurs années également. Et puis, à moyen terme, on va potentiellement aussi lui conseiller d'intégrer des leviers agronomiques de type apport de pro, augmentation de sa biomasse découvert, voilà, avec restitution du carbone au sol, essayer de privilégier aussi des couverts avec des C/N plus faibles, hein, à la fois pour avoir un effet sur la minéralisation de la culture suivante, mais aussi ce sont des couverts qui ont des coefficients isouniques plus efficaces. Et donc, voilà, pour le stockage du carbone à long terme, ça peut aussi être intéressant. Voilà un exemple de diagnostic d'une parcelle. Alors l'idée, c'est maintenant de pouvoir extrapoler cette méthodologie. Donc on l'a dit, c'est une méthodologie commune, donc c'est ce qui fait la force du réseau, mais qui derrière peut être déployée sur plusieurs types de situations et répondre à différents enjeux au niveau des agriculteurs, des parcelles et des situations. Donc je prends 2 exemples autour de l'observatoire de la fertilité des sols pour montrer aussi la variabilité vraiment de chacune des parcelles. Donc là, vous avez un jeu de données de la réponse de toutes les parcelles à un des indicateurs de stabilité structurale. On a pris l'exemple du SLEC test et on a essayé de faire des typologies de systèmes de culture pour voir qu'il y avait quand même des tendances qui se dégageaient. Donc on a isolé d'abord toutes les parcelles en dominante forte de limon pour essayer d'être sur une même typologie de sol, hein, puisqu'on a vu que ça pouvait avoir une incidence importante. Et puis on a essayé de faire 2 grandes typologies, les systèmes plutôt de type grande culture, où on avait une vingtaine de parcelles, et puis les systèmes plutôt spécialisés en rouge, avec présence de pommes de terre, betteraves ou cultures industrielles légumes. Et donc sur l'indicateur de stabilité structurale, donc sensibilité à l'érosion, à la battance, on retrouve quand même une certaine tendance à avoir des systèmes plus sensibles dans ces cultures plutôt spécialisées, qui s'expliquent avec un affinage important du sol et du travail du sol relativement important dans ces situations. Mais pour autant, c'est pas systématique. Et on voit qu'on a quelques parcelles qui révèlent des bons niveaux de stabilité structurale. Et donc là, l'idée de l'observatoire, c'est d'aussi aller piéger ces conduites culturales qui font que même dans ce type de système, on va avoir des indicateurs de fertilité des sols préservés. Donc ça, c'est un des exemples
de premiers résultats qu'on peut avoir au niveau du système Nord. Deuxième exemple autour de la mesure de la structure du sol au travers de la mesure du test bêche, et là, on a isolé uniquement le 3e horizon. Donc on voit aussi toute la variabilité dans le nuage de points. J'ai pas mis les moyennes, mais c'est au même titre que le Select test. En tendance, on a quand même, une note de tassement qui est souvent plus élevée dans les systèmes spécialisés. Donc les parcelles en rouge sont souvent plutôt sur une note, plus importante par rapport au système grande culture. Donc on voit qu'on a, à aller, affiner le diagnostic vraiment à la parcelle, aux situations, pour, identifier les pratiques les plus favorables et prioriser, les actions pour, optimiser, les systèmes de culture. Alors j'ai mis quelques courbes de pénétrométrie aussi en bas pour montrer qu'il y a quand même une grande variabilité aussi, entre les parcelles. Voilà, pour une même date donnée, ça peut être très criant. Et donc l'intérêt, voilà, on voit qu'on a quand même, assez fréquemment, dans un tiers des parcelles, souvent des problématiques de tassement dans les horizons un peu plus profonds, et le lien direct avec la fertilisation, se fait puisque, on l'avait vu précédemment, c'est des pénalités de rendement assez fréquentes, qui vont s'accentuer avec des climats de plus en plus, stressants, des printemps de plus en plus secs. Donc un tassement sur une parcelle, ça va freiner l'enracinement, donc on va atteindre, une profondeur d'enracinement, plus tardivement, et on va avoir un volume exploré également, réduit, et donc un accès aux nutriments, à l'eau, détérioré, et donc un impact sur la culture. Donc c'est vrai qu'on va parler, ensuite dans d'autres webinaires, dans d'autres travaux, voilà, d'optimiser la fertilisation des cultures, et la nutrition de la plante. Et ça passe aussi d'abord par, préserver son capital sol pour, lever d'abord les freins et ensuite optimiser, les apports de nutriments, sur la plante. Voilà, donc en guise de conclusion, vous avez la dernière diapo là, enfin, ou une des dernières, qui vise d'abord à identifier les facteurs limitants. Donc voilà, biodisponibilité des éléments chimiques dans le sol, problématique de tassement, ou battance ou érosion. On réalise un diagnostic et ensuite, les leviers, d'amélioration agronomique sont bien connus, hein. On a énormément de travaux dessus. On pourrait, également, vous en parler de manière très, très longue, mais là, l'idée, c'était plutôt de lister en gros, et d'hiérarchiser les leviers connus. C'est la présence de couverts, on l'a dit, biomasse, le choix des espèces aussi, le rapport C sur N, les apports de matière organique. Donc là, on va avoir, un effet bénéfique sur la fertilité à la fois, physique, mais aussi, stockage de carbone, préservation, de la fertilité en surface. Et puis on a, toute la partie gestion du travail du sol. Donc là aussi, on n'allonge pas, mais voilà, les créneaux de passage, les conditions d'intervention, en percale humide, le choix du matériel, la pneumatique, tout ça, ça va être des choses à regarder de très près, en particulier dans nos systèmes Nord-France. Et puis évidemment, la gestion des résidus en fait partie, la diversification, de la rotation également. Voilà, donc en conclusion, on a, une démarche collective là qui illustre en fait la prise en main, de ces indicateurs d'un point de vue vraiment opérationnel, sur tous les volets, hein, physique, chimique, biologique, par les acteurs de terrain, qui, permettent de mieux comprendre le fonctionnement du sol. Donc tous les retours terrain qu'on a, au travers d'agriculteurs ou de techniciens participant à cette démarche, et de dire, qu'ils comprennent mieux finalement leur situation. Ça objective le diagnostic, ça donne des clés d'interprétation. Il y a des échanges aussi sur le terrain. On commence à avoir les premiers résultats, mais on a beaucoup de perspectives aussi, et donc c'est aussi un enrichissement mutuel sur, d'un côté, les avancées de la recherche, et puis de l'autre côté, le travail en réseau comme ça sur le terrain qui permet, on va dire, une montée en compétences collective. Donc si on regarde la toute dernière diapo, voilà, le projet NutriCheck s'insère dans cette, voilà, c'est cette notion de facilitateur des échanges, et les indicateurs sol, on voit qu'on a beaucoup d'avancées au niveau des derniers travaux. On est en train de construire nos référentiels pour aider à l'interprétation, et d'avoir finalement une déclinaison opérationnelle, pour aider au pilotage des cultures par nos agriculteurs.
Voilà sur la présentation. On vous réfère, parce qu'on n'a pas eu le temps, on était un peu contraints au niveau timing. On a fait une sélection de présentations, mais il y a beaucoup d'autres ressources disponibles. Donc on vous a mis quelques liens au travers de documents, de références, d'autres webinaires qui sont disponibles et on vous laisse, les consulter et on prend, je pense, quelques questions sur la fin si vous en avez. Merci beaucoup Elodie pour cet exemple de mise en pratique des indicateurs et des diagnostics dans un territoire spécifique. Et du coup, tu as bien insisté sur le besoin de construire des référentiels et aussi sur toute la partie animation, accompagnement des acteurs de terrain pour collectivement avancer et pouvoir mieux interpréter ce panel d'indicateurs sur les trois composantes. Et donc pour toi, Elodie, on a 2 petites questions. C'est plus des questions d'informations sur les réseaux. Il y a une première question sur est-ce que vous avez, étudié ou vous êtes en train d'étudier le stockage des carbones, la valeur moyenne par hectare, la médiane? Est-ce que c'est un indicateur que vous prenez en compte dans l'observatoire, oui ou non? Et puis la deuxième question toujours, de compréhension, c'est, concernant les prélèvements pour mesurer les indicateurs biologiques, est-ce qu'il y a plusieurs profondeurs? Ou est-ce qu'il y a un seul échantillon à une profondeur, et du coup qui est standard, ou voilà, une seule profondeur par, parcelle ou est-ce qu'il y a plusieurs Mmh. profondeurs? Voilà. Ouais, donc je vais répondre aux 2 questions en même temps. Donc il y avait, donc les observatoires, je ne l'ai pas redit, ont été lancés il y a 3 ans, donc on va avoir la 3e année de mesure seulement, donc c'est quand même assez jeune, assez récent. Ce qui va être du suivi de la partie stockage de carbone, on sait que ça met quand même plusieurs années à bouger. C'est pour ça que les observatoires s'inscrivent dans la durée, avec des mesures qui sont faites chaque année autour du bloc des indicateurs physiques. Mais sur la partie biologique, certaines mesures ne sont faites que tous les 3 ans, puisqu'on sait qu'elles ne vont pas bouger en une année de temps. Et donc, en 2026, on va réitérer pour la 2e fois seulement certaines mesures autour de la partie fractionnement granulométrique de la matière organique. Et la partie stockage de carbone sera mesurée également à ce moment-là. Mais il faut noter que potentiellement, on pourrait avoir un intérêt aussi à simuler cette partie-là, puisque là, pour le coup, stockage de carbone, ça peut être sur des dizaines d'années, et donc voilà, on va suivre en parallèle les mesures, mais peut-être la simulation autour de modèles type, AMG pourrait, compléter aussi l'analyse. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, sur la profondeur de prélèvement, on a fait un compromis entre, voilà, entre la recherche, le consensus au niveau de la recherche et puis les indicateurs de fertilité biologique et donc les mesures sont réalisées sur 20 centimètres pour à la fois, répondre, à la partie indicateur fertilité biologique et puis, faciliter les prélèvements pour, n'avoir qu'une mesure de prélèvement. Eh bien, merci beaucoup Elodie pour, la réponse à ces 2 questions. Je vous propose, de conclure le webinaire après donc ces réponses que tu as données. Merci beaucoup de votre participation. Très bonne journée à tous.